la Fresh Morning. Du lundi au vendredi. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On vous l'a annoncé ce matin, on vous l'a annoncé hier qu'aujourd'hui, on devait recevoir le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui est avec nous dans le studio des 104.5. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu n'es pas trop stressé? Ah, regarde, il commence à rire. J'ai seulement posé une petite question. Non, pas trop stressé, mais ce qui est clair, c'est que c'est toujours une joie pour nous de recevoir les autorités et de avoir la possibilité de recevoir ceux qui font l'actualité et décident pour le bien-être des populations gabonaises, mais également pour la conduite sereine du développement du Gabon. D'accord. Donc, c'est évidemment à ce titre que nous recevons le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Isozen Ngondé, que tout le monde sait, a été reconduit le 4 mai dernier. Une troisième fois. Ouais, pour un troisième mandat à la tête du gouvernement. Et c'est un plaisir pour nous. Juste rappeler que la première fois, il avait été nommé Premier ministre le 28 septembre 2016. Ensuite, il a été reconduit à la suite du dialogue politique le 21 août 2017. Et là, nous sommes à sa troisième reconduction. Donc, ce qui sous-entend qu'il a déjà un bon temps passé à la tête du gouvernement. D'accord, ok. Gina, tu as quelque chose à dire en introduction? Concernant le Premier ministre, Oui. j'ai fait un selfie avec Monsieur le Premier ministre lors de la cérémonie du Grand Prix de l'Excellence. D'accord. Donc, tu vois, je suis la seule à avoir un selfie avec Monsieur le Premier ministre ici. Monsieur le Premier ministre, C'est bonjour. une bonne introduction. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Mosley, il va vous entretenir sur des questions politiques. Gina un peu des questions civiques et moi je vais vous poser les questions que tout le monde se pose au quartier. C'est comme ça qu'on se répartit dans notre équipe. Et donc pour commencer, comment on fait pour devenir Premier ministre? Écoutez, il y a plusieurs voies Oui. que les politiciens ou les acteurs publics empruntent pour devenir Premier ministre. Mais en définitive, c'est le chef de l'État. C'est le président de la République qui est aux commandes et qui seul, sur la base d'un certain nombre de paramètres et de considérations, décide du choix à faire, de la personne à nommer. Et c'est ainsi que, en septembre de 2016, tel que vous l'avez rappelé, j'ai pu avoir le privilège d'être choisi par le chef de l'État pour assumer les lourdes et prestigieuses charges de Premier ministre. Monsieur Emmanuel Isozen Ngondé, le président de la République vous a reconduit dans vos fonctions. Est-ce un choix politique ou un choix stratégique? Je ne peux pas me substituer au chef de l'État parce que c'est lui seul qui maîtrise les paramètres sur lesquels il s'est basé pour me reconduire. Tout ce que je peux dire à partir de ce choix, c'est que c'est une confiance renouvelée de sa part. Et qui me conforte dans l'idée qu'il faut aller plus loin dans les réformes que nous avons déjà engagées. Et mon gouvernement va s'atteler dans les mois à venir à accélérer la mise en œuvre de ces réformes, à être toujours mobilisé pour exécuter la politique que le président de la République impulse au plus haut niveau de l'État, dans le but d'améliorer le quotidien des Gabonais. Alors, Monsieur le Premier ministre, tout le monde avait déjà vendu votre peau sur les réseaux sociaux. Les gens ont fait des publications pour essayer de vraiment dénigrer votre personnalité. Les gens ont dit des trucs qu'on ne dit pas à une personne de votre rang. Et puis tout d'un coup, vous êtes Premier ministre encore pour une troisième fois. Après ça, comment vous vous êtes senti? Écoutez, j'ai constaté comme vous que pendant cette période, d'abord les jours qui ont précédé la démission du gouvernement suite à la décision de la Cour constitutionnelle, mais aussi les jours qui ont suivi la démission du gouvernement, j'ai constaté comme vous que nous avons été, moi à titre personnel, mais le gouvernement aussi, nous avons fait l'objet d'un tombereau d'injures, de critiques parfois injustifiées. Oui. Mais comme je savais que, en ce qui me concerne, je m'étais fait le devoir d'agir en totale conformité avec les instructions du chef de l'État, je restais totalement confiant et je considérais que le chef de l'État était maître du jeu et que lui seul, au-delà de tout ce qui pouvait se dire dans la presse
au-delà de tout ce qui pouvait s'écrire, et parfois inspiré par des rivaux, parfois inspiré par des personnalités politiques en quête de reconnaissance. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il Mais je s'agissait considérais que le chef de l'État était seul à la manœuvre et que lui-même décidera le moment venu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi le fait des frustrations au sein de la population qui estime, depuis que vous êtes à la tête du gouvernement, que vous n'avez pas suffisamment engagé le pays vers la voie d'un développement social? Il faut, je pense qu'en toute chose, il faut rétablir les faits. Lorsque j'arrive à la tête du gouvernement en septembre 2016, nous travaillons sur un héritage. Quand je prends le gouvernement, donc mon gouvernement travaille sur un héritage. Et comme tout legs, cet héritage a un passif et un actif. La crise, et ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un échappatoire, la crise économique qui a frappé la sous-région, y compris le Gabon, a fortement impacté cet héritage-là. Les éléments constitutifs du passif se sont davantage dégradés et certains éléments constitutifs de l'actif ont été négativement impactés. Donc il fallait que mon gouvernement prenne des mesures, des réformes d'abord pour rétablir les choses. Il fallait donc sortir de la crise. Ça n'a pas été facile. Il fallait une stratégie et nous avons, dans cette perspective, adopté le plan de relance de l'économie, qui n'est pas un nouveau programme économique. Le programme économique sur lequel le gouvernement travaille, c'est le PSGE, celui pour lequel le chef de l'État a été élu en 2009 et qui continue à nourrir l'action du pouvoir exécutif. Le PRE est une stratégie qui vise à sortir ou à mettre en relief un certain nombre d'axes du PSGE pour accélérer la mise en œuvre de ce programme, rétablir rapidement la croissance, rééquilibrer les finances publiques, accélérer les filières de croissance autres que le pétrole et lutter contre la pauvreté. Il est évident que dans ce contexte-là, naturellement, les attentes des populations s'expriment, mais le gouvernement, étant pris à rétablir les choses, ne pouvait pas, dans l'immédiat, satisfaire les attentes de la population. Et nous comprenons l'impatience de la population. Mais pour répondre positivement aux attentes de la population, il fallait d'abord, et c'était la première étape, et la première étape de l'action de mon gouvernement, rétablir un certain nombre de paramètres, relancer l'économie pour que nous enrigissions une croissance positive à partir de laquelle on peut partager, on peut satisfaire les demandes des populations. Il est vrai que vous avez énoncé toutes ces données au moment de votre déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, notamment... Et vous constatez que je respecte l'articulation de cette déclaration de politique générale. Mais il se trouve quand même quand on regarde les chiffres que vous aviez énoncés à l'Assemblée nationale en 2016, on était de l'ordre de 3,9% de croissance en 2015, mais en 2016, on est tombé de l'ordre, je crois, de 2%, 2,7%. 2,4%. En 2017, la croissance a plombé. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne puisse pas avoir un chiffre assez intéressant? Vous avez là évoqué un sujet central de notre plan de relance de l'économie. Nous partons d'une croissance presque négative à une croissance... Moins de 1%. Moins de 1% quand je prends le gouvernement. Et aujourd'hui, nous sommes à une croissance positive. Il faut le souligner parce que dans l'ensemble de la sous-région, il n'y a pas plus de 2 États qui ont des croissances positives. Il faut le souligner. Nous avons donc évité la récession. Les chiffres que j'avais annoncés lors de la déclaration de politique générale étaient basés sur des prévisions. Il se trouve que la réalité est beaucoup plus tenace que les prévisions que nous avons considérées dans nos déclarations de politique générale. Mais ce qu'il faut considérer, c'est la trajectoire positive dans laquelle le gouvernement est lancé. Nous n'avons pas maintenu le pays dans une croissance négative, bien au contraire. Il y a une progression, il y a un rétablissement d'une croissance positive, il faut le considérer. Et il y a encore des efforts à faire pour atteindre le chiffre de 5%. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, comment se fait-il que vous arrivez à rétablir une croissance positive, mais les populations ne le ressentent pas? Parce que nous ne sommes pas encore parvenus à en faire une distribution maximale. Qu'est-ce qu'on attend pour faire cette distribution maximale? Mais il faut avoir de l'argent pour distribuer. La croissance,
C'est la croissance qui permet à l'État, au gouvernement, d'engranger des recettes. Mais on est en bon terme avec le FMI et la Banque mondiale. Pourquoi on n'a pas l'argent? Mais comment ça, on n'a pas l'argent? Le FMI nous a donné une partie. D'abord, il faut dire que la conclusion d'un programme avec le FMI est la preuve que nous sommes dans la bonne direction. N'en déplaise à ce que disent les critiques. Si le FMI a accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre du PRE, c'est que les choix qui ont été faits, les hypothèses qui sont déclinées dans le PRE, amènent le gouvernement, conduisent le gouvernement dans la bonne direction pour résoudre les problèmes des Gabonais. Et l'année dernière, nous avons reçu près de 500 et quelques milliards de francs CFA du FMI. Une grande partie de cette dotation a permis au gouvernement de payer la dette extérieure, parce que depuis plus de 2 ans, on ne payait plus la dette extérieure. Depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce qui est le plus important? Une dette qui a d'ailleurs explosé parce qu'elle est partie de... Non, la dette extérieure. Je parle de la dette extérieure. Depuis plus de 2 ans, avant que je n'arrive au gouvernement, à la tête du gouvernement, on ne payait plus la dette extérieure. Donc une grande partie des appuis budgétaires reçus en 2017 nous ont permis d'apurer les instances de la dette extérieure, ce qui a été très apprécié par nos partenaires financiers internationaux. Et pendant ce temps, les efforts nationaux au titre du recouvrement des recettes nous ont permis également d'apurer une partie. Ce n'est peut-être pas ce que les opérateurs économiques attendent, mais il faut le signaler, nous avons quand même pu apurer une partie de la dette intérieure. Et voyez-vous, donc quand je parle de la crise, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un échappatoire. C'est une réalité avec les effets que cela comporte sur la collecte des recettes publiques, donc c'est-à-dire les recettes fiscales et douanières. C'est une réalité avec les effets que ça a sur le rendement de notre économie, sur les activités portuaires. Ce sont là des éléments qui permettent à l'État d'être en mesure de procéder à une redistribution des dividendes économiques au bénéfice des Gabonais. Mais le chemin est long, les difficultés vont toujours être là, mais nous avons les atouts au Gabon. Quels sont nos atouts, monsieur le Premier ministre? D'abord l'économie. En dehors du secteur pétrolier, il y a plusieurs secteurs dans notre économie qu'il faut développer pour consolider la croissance. Nous avons, au niveau du PRE, retenu un certain nombre de filières, une dizaine. Je cite pêle-mêle, il y a le bois, il y a la pêche, il y a les infrastructures, il y a l'énergie et l'eau, il y a le transport et logistique, il y a le tourisme, et ainsi de suite. Donc il faut accélérer le développement de ces filières pour engranger une croissance beaucoup plus importante. Et de cette croissance, nous tirerons les produits qui pourront être mis à la disposition des Gabonaises et des Gabonaises au quotidien. Monsieur le Premier ministre, on parle d'économie, on parle de partage aussi lorsque on aura réussi à redonner une santé stable à notre économie au Gabon. On parle de partage de sorte que les Gabonais puissent le ressentir dans leur vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, à Libreville, la question que les citoyens se posent, que nous tous nous posons, c'est: avant de parler d'économie et de partage, qu'en est-il d'abord du simple fait de vivre dans une ville agréable? Il y a des poubelles à tous les coins de rue. Alors, monsieur le Premier ministre, vous, comme disait le Président, vous êtes à la tête d'une équipe de foot, on peut dire, qui doit jouer collectif. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur cette situation ? Et quelles sont les instructions que vous avez données aux différents ministres en charge de cette question? Et dernière question, à quand est-ce que les Gabonais peuvent véritablement s'attendre à sortir de chez eux, à respirer de l'air pur et surtout à marcher dans des rues propres? Et je compléterai en parlant de l'insécurité qui est galopante désormais dans notre capitale et à travers le pays. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez entendu parler des Kobolos dans cette insécurité? Très bien. Voici 3 questions que vous posez qui constitue une préoccupation fondamentale du gouvernement. Les Gabonaises et les Gabonais qui vivent particulièrement dans notre capitale aspirent à vivre dans une ville propre, une ville sécurisée. Et le gouvernement se doit de tenir compte de cette aspiration fondamentale. Pour ce qui est de la lutte contre l'insalubrité, puisqu'il s'agit de cela. Vous savez que le gouvernement s'est fait fort d'inscrire cette action parmi ses priorités. Mais il se trouve là également, comme je vous l'ai dit, que mon gouvernement travaille sur un héritage. Nous ne prenons pas une situation
nouvelle qui sort du paysage social ex nihilo. Nous travaillons sur un héritage. Après après quand même un an et demi à la tête du gouvernement, on devrait quand même mais justement, concernant la lutte contre l'insalubrité, quels sont les éléments qu'il faut considérer? Nous avons 3 opérateurs. Il y a Averda, pour ce qui est de Libreville, avec Clean Africa. Et pour ce qui est de Vendo, il y a Sanivit. L'État a passé des conventions avec ces opérateurs qui travaillent à la collecte des ordures ménagères et en tout cas à maintenir Libreville salubre et propre. Ces conventions se trouvent aujourd'hui difficilement applicables parce que les incidences financières qui en résultent ne sont plus soutenables, surtout dans la période de crise actuelle, et il se trouve que les opérateurs économiques font en quelque sorte, dans le chantage, je pèse mes mots, pour embrigader l'État et conditionner forcément leurs activités au règlement de la dette. Et nous sommes dans ces négociations. Donc, nous sommes dans ces négociations pour reconventionner les partenariats que nous avons avec ces opérateurs, apprécier l'utilité de chacun de ces opérateurs et revenir à des dispositions beaucoup plus gérables, à la fois pour l'État, mais aussi pour les populations gabonaises. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion, Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne la gestion des ordures, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour l'État de déléguer aux collectivités locales et appliquer la loi sur la décentralisation? Si vous avez suivi l'activité du gouvernement, j'ai tenu des réunions à plusieurs reprises et certaines de ces réunions portaient essentiellement, sinon exclusivement, sur des stratégies à mettre en place pour parvenir à des résultats satisfaisants en termes de lutte contre l'insalubrité dans Libreville. Et à ces réunions participaient les responsables des collectivités locales, les maires de Libreville, maire d'Akanda, maire de Vendo. L'objectif aujourd'hui, c'est de replacer l'État, donc le gouvernement, dans un rôle central et permettre ainsi aux autres acteurs, donc les collectivités locales, d'assumer un certain nombre de responsabilités beaucoup plus élevées. Et il ne faudrait pas que l'on perde de vue aussi qu'on pourrait aller vers une stratégie qui donnerait également un certain nombre de responsabilités aux citoyens. Parce que la lutte contre l'insalubrité doit être soutenue à la fois par les acteurs publics que par les particuliers. Et l'objectif, évidemment, c'est de créer un écosystème qui permette à l'État de soutenir le coût de la prestation des opérateurs, un écosystème qui permette aux opérateurs chargés de collecter les ordures ménagères d'être beaucoup plus efficaces, et un écosystème qui permet aux acteurs concernés, collectivités locales, État central, à travailler en toute synergie. Tout à l'heure, vous avez parlé de chantage. Est-ce qu'on peut en déduire que la dette peut-être que l'État a vis-à-vis aujourd'hui de ces entreprises on peut avoir des doutes ou des suspicions? Il faut l'auditer en tout cas. Et moi, j'ai donné des instructions au ministre du Budget, au ministre de l'Intérieur, pour auditer cette dette, pour voir ce qui est pris en compte réellement dans cette dette. Et le moment venu, au terme de cet audit, l'État va assumer naturellement ses obligations. Monsieur le Premier ministre, on a l'impression que vous n'avez pas l'intention de faire appliquer la loi 1595 sur la décentralisation. Puisqu'apparemment, quand on vous parle des ordures, vous parlez encore du rôle de l'État. Pourquoi cette loi n'est pas appliquée depuis, bien qu'elle vienne d'un héritage dont vous n'êtes pas... Non, la loi à laquelle vous faites allusion est considérée par le gouvernement. Et dans ma déclaration de politique générale, j'ai pris l'engagement d'accélérer le processus de décentralisation. Il se trouve que la loi doit être assortie des décrets d'application. Il y a toute une panoplie qui touche un certain nombre d'aspects, le transfert des compétences, l'autonomie financière des collectivités locales, et j'en passe. Le gouvernement a déjà pris ces décrets d'application. Ils sont une dizaine. La phase qui suit, nous devons appliquer ces décrets, faire adopter ces décrets d'application en Conseil des ministres et les rendre exécutoires. Naturellement, j'irai devant le Sénat, puisque les sénateurs sont les représentants des collectivités locales, pour expliquer la démarche gouvernementale. Notre engagement ne souffre d'aucun doute, notre engagement est réel, il est profond.
nous allons accélérer le processus de décentralisation dans ce pays. Et d'ailleurs, c'est dans cette optique-là que l'une des mesures urgentes prises par le chef de l'État, et qui consiste dans le fonds d'initiative départementale, est salutaire. C'est un fonds qui est mis à la disposition des départements dans notre pays pour leur conférer une certaine expérience dans la gestion des projets susceptibles d'accélérer le développement économique et social de ces départements. Ce fonds est en quelque sorte un mécanisme transitoire. En attendant que les collectivités locales de notre pays se donnent les moyens de se constituer une certaine autonomie financière, en attendant que les collectivités locales de notre pays aient l'expérience au titre de la décentralisation de gérer eux-mêmes les projets liés à leur développement, on leur offre là des moyens dispositifs qui progressivement va leur conférer cette expérience. Voyez-vous, donc beaucoup de choses se font. Les engagements pris au titre de la décentralisation vont être effectifs et le gouvernement ne se départira pas de ses obligations liées à ce processus. Moi, si on n'avait pas fini sur les questions de sécurité. Oui, c'est là où je voulais aborder, parce qu'on constate que chaque jour, on enregistre au moins 3 à 4 cas de braquage qui sont souvent... de crimes. Des crimes. Monsieur le Premier ministre, on a l'impression que le gouvernement est impuissant face à cette situation, mais également, Dafresh a parlé tout à l'heure de la consommation des stupéfiants, notamment les kobolos, qui sont aujourd'hui une gangrène au sein, par exemple, du système éducatif gabonais. Quelles sont les mesures réelles que le gouvernement entend mettre en œuvre pour pallier à ces difficultés, à ces situations? Les cas que vous venez d'évoquer sont déplorables. Et le gouvernement ne peut qu'exprimer sa profonde consternation devant ces cas-là. Lorsque un Gabonais perd sa vie au terme d'un acte de braquage ou d'une attaque ou d'une agression, le gouvernement ne peut que se sentir profondément consterné et concerné. Il se trouve que la lutte contre l'insécurité dans notre pays nécessite un certain nombre de dispositifs. Vous savez, Libreville ne cesse de s'agrandir en termes de territoire, aussi en termes de population. Les forces de sécurité de notre pays doivent connaître également un mouvement dans ce sens-là. Il faut renforcer les effectifs de nos forces de sécurité pour pouvoir... Ces effectifs ne sont pas déjà suffisants, monsieur? Non, ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. Quand vous faites le ratio, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faudrait faire en sorte que, d'abord, les effectifs soient suffisamment importants pour couvrir l'ensemble du territoire de la ville, mais aussi il faudrait faire en sorte que ces effectifs puissent être rapidement mobilisés et déployés, projetés sur les lieux où les attaques se perpétuent. Donc il faut tout un dispositif, et le ministre de l'Intérieur a à plusieurs reprises proposé des pistes dans ce sens-là. Le dispositif qui a été considéré récemment par le gouvernement et qui va être adopté dans les tout prochains jours me semble être de nature à apporter des solutions. C'est lequel, monsieur le Premier ministre? D'abord, renforcer les effectifs de la police, autonomiser un certain nombre de commissariats, renforcer les moyens d'action de la police spécialisée contre le grand banditisme, et aussi mettre en place une police de proximité. Monsieur le Premier ministre, tout ceci, parlant de violence, de consommation de drogue et autres, ça fait aussi partie d'une question de civisme, en fait, d'éducation, de sensibilisation de la population. Sauf erreur de ma part, en lisant le nouveau gouvernement de cette année, la partie de l'éducation civique ne fait partie d'aucun
titre d'un ministère? Est-ce à dire que ce n'est plus véritablement la priorité et qu'on se concentre sur autre chose, ou c'est de manière subtile mis dans la responsabilité des ministères en particulier? La chute de votre question et la réponse même à votre question, le plus important n'est pas le libellé du ministère, mais le plus important, c'est le contenu, la lettre de mission qu'on adresse à un ministre. L'éducation civique est un axe important de l'action gouvernementale, puisqu'il faudrait naturellement que le gouvernement amène les populations à mieux comprendre les valeurs civiques de notre pays, amène les populations à comprendre le sens de l'intérêt général, amène la population à comprendre aussi le sens d'une mobilisation et d'un accompagnement, de l'accompagnement apporté au quotidien à l'action des services publics. Et cette mission est dévolue au ministre d'État en charge de la culture. C'est lui qui l'avait déjà dans le gouvernement précédent, et il a cette mission dans le gouvernement actuel. Alors, Monsieur le Premier ministre, quels sont les mots que vous employez pour faire comprendre aux populations que, attendez, on est en train de travailler, le bonheur va arriver? Mais c'est très simple. Monsieur le Premier ministre, c'est pas simple. Le président le dit. Les ministres achètent toujours les grosses voitures. On avait dit qu'on devait réduire le train de vie de l'État. Les populations sont là en attente et puis ils voient que bon, tel il a une grosse voiture, tel il prospère dans sa vie. Et il y a toujours le chômage qui ne fait que ils n'ont pas de travail. Deux fois dans les écoles, il manque de place. Bon, le problème d'établement a été réglé un peu plus, donc vous parlez de ça parce que vous avez déjà réglé cette question. Mais il y a quand même des doutes qui subsistent chez les populations. Comment vous faites pour les rassurer? Il y a des doutes qui subsistent chez les populations, comme vous le dites, parce que peut-être que nous pêchons par notre communication. Mais les efforts sont réels. Les efforts de réduction du train de vie de l'État sont réels. Peut-être qu'il faudrait davantage communiquer, montrer les efforts, les sacrifices qui sont faits par l'État pour réduire son train de vie, et expliquer aux populations que les économies qui sont engrangées à travers ces plans ou ces mesures de réduction nous permettent de créer des marges de manœuvre pour pouvoir satisfaire les demandes qui portent sur d'autres pans de l'activité sociale. Le président de la République nous l'a rappelé encore hier en Conseil des ministres. Il faut que l'État réduise son train. En cette période de crise, il faut être attentif à ce que disent les populations. Et nous ne pouvons pas être convaincants si nous demandons aux uns et aux autres d'être dans une gestion de crise avec tout ce que cela implique et continuer à mener un train de vie ostentatoire tel que vous l'évoquez. Mais des instructions ont été données et répétées encore hier par le chef de l'État. Le gouvernement s'y emploie. Il faut aller peut-être plus vite, il faut accélérer. C'est ce processus de réduction du train de vie de l'État et nous allons nous y mettre. Excellent, monsieur, mais est-ce que vous comprenez que lorsqu'on parle de réduction du train de vie de l'État, pour le Gabonais lambda, il s'agit de commencer d'abord par réduire le nombre de ministres au gouvernement? Parce qu'il y a un coût qui est là, un entretien qui s'ensuit. Est-ce que vous comprenez cette préoccupation d'abord de base? Quand pour le Gabonais, de façon imagée, ça commence par là. Mais parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi dans un pays comme le nôtre, nous en sommes à près d'une quarantaine de ministres et qu'on a l'impression qu'il s'agit simplement Et on sait que c'est vous qui les choisissez, ces ministres. Donc c'est vous qui augmentez le nombre de ministres. Vous savez beaucoup de choses. Très bien. Vous savez, le gouvernement est le reflet de la société. Partons d'abord sur ce postulat. C'est une réalité. Le gouvernement est le reflet de la société. Dans des pays en développement comme le nôtre, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faudrait toujours avoir à l'esprit dans la composition des gouvernements. Nous avons, comme vous le dites si bien, les Gabonaises et les Gabonais qui disent qu'il faut réduire le nombre des membres du gouvernement. C'est ça. Mais vous avez aussi des Gabonais et des Gabonaises qui disent qu'ils ne peuvent pas être en phase avec ce gouvernement si les populations de leur terroir ne se retrouvent pas dans ce gouvernement, la composition de ce gouvernement.
Est-ce que la question est sur la géopolitique ou c'est purement un besoin d'efficacité et de... Non, laissez-moi poursuivre mon raison pour expliquer aux Gabonais comment ça se passe. D'accord. Donc, vous avez, comme je le dis, des Gabonaises et des Gabonais qui estiment qu'ils ne peuvent être en phase avec ce gouvernement que s'ils s'y retrouvent. Si, par exemple, je prends une province, celle de Langounier. De Langounier, par exemple. Vous faites un gouvernement où il n'y a pas les gens de Langounier Sud, ils vous diront que votre gouvernement, ça ne nous regarde pas. Il faut forcément qu'un fils ou une fille de Langounier Sud s'y trouve. Vous prenez le Wellington, c'est la même chose. Vous faites un gouvernement sans un fils ou une fille de Bitam, les populations, les personnes qui vivent dans cette ville vont vous dire non, ce gouvernement ne nous sied pas parce que nous ne sommes pas représentés. Est-ce que c'est une traduction objective de la géopolitique, monsieur le Premier ministre? Ça dépend de ce que vous entendez par géopolitique, parce que la géopolitique, sous certains angles, est considérée comme une chose rabaissante. Mais sous d'autres angles, c'est positif. Dès lors que la géopolitique est la traduction de la diversité de la société, pour moi, c'est quelque chose de positif, parce que la diversité apporte la richesse. Richesse dans l'action, richesse dans la prise en compte des points de vue qui viennent de plusieurs couches. Et sous cet angle-là, la géopolitique ne peut être qu'une richesse, donc doit être considérée. Alors, à ce moment-là, on est entré dans la politique. Le président de la République vous a donné pour mission principale l'organisation des élections législatives. Mais avant d'abord, monsieur le Premier ministre, moi je voulais vous poser la question. Quel était votre sentiment quand la Cour constitutionnelle vous a sommé de démissionner? Vous savez, parce que dans notre pays, dans notre système, les décisions de la Cour constitutionnelle doivent être exécutées. Et en tant que Premier ministre, je n'ai pas à commenter les décisions de la Cour constitutionnelle. Non, moi je veux juste savoir votre sentiment, pas de commenter la Cour. Sentiment, si vous me demandez de donner mon sentiment, ça veut dire que je vais faire des commentaires. D'accord. Donc, je les exécute. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est que les critiques qui ont accompagné cette décision sont injustes. Parce que l'organisation des élections dans notre pays est un processus qui implique plusieurs acteurs, plusieurs centres décisionnels. Le gouvernement joue un rôle central parce que c'est lui qui doit prendre les textes, et en l'occurrence, il s'agissait d'adopter des textes de loi et des textes réglementaires issus du dialogue politique et qui encadrent le processus des élections dans notre pays. Alors, si on rétablit les faits, le gouvernement issu du dialogue politique est mis en place le 21 août. C'est ce que vous avez rappelé. C'est ce gouvernement qui devait travailler à l'adoption des textes découlant du dialogue politique. Et le texte fondamental qui était dans cette panoplie, c'est la loi portant amendement de certaines dispositions de la Constitution. On ne pouvait pas adopter les autres textes si cette loi, ce projet de loi, n'était pas déjà adopté. Le gouvernement issu du dialogue politique mis en place le 21 août a travaillé d'arrache-pied pour que ce texte soit adopté. Pendant plus de 5 mois, monsieur le Premier ministre. Mais non, puisque je suis en train de vous dire qu'il fallait que le gouvernement soit mis en place. Il a été mis en place le 21 août. Donc il avait septembre, il avait comme période pour pouvoir faire adopter ce texte le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. N'est-ce pas? Puisque la session parlementaire allait jusqu'à fin décembre. Et c'est une session budgétaire. Donc le Parlement est essentiellement et peut-être même exclusivement concentré sur l'examen du projet de loi de finances. Mais nous avons quand même fait en sorte que l'Assemblée nationale puisse examiner le projet de loi portant amendement de certaines dispositions de la Constitution pendant cette période-là. Et l'Assemblée nationale n'a transmis le projet adopté par elle au Sénat qu'à la fin de la session. Donc il a fallu que le Sénat et l'Assemblée nationale mettent en place une commission paritaire qui nous a d'ailleurs amené à avoir une session extraordinaire en janvier 2018. Donc,
Le gouvernement a fait son travail. On a adopté le projet de loi portant amendement de certaines dispositions de la Constitution bien avant la fin de l'année 2017. C'est allé au Parlement. Il a fallu que les deux chambres s'entendent pour adopter un texte à l'identique, ce qui a nécessité la mise en place d'une commission paritaire. Et nous étions en janvier. Ce n'est que une fois que ce texte est adopté, que tous les autres ont été transmis. Tous les autres ont été pris sous forme d'ordonnance pour accélérer le processus par le gouvernement. Et je tiens à rappeler que l'ordonnance portant organisation et attribution du Centre gabonais des élections a été adoptée en février. Donc, de février en avril, nous avions suffisamment le temps pour mettre en place la commission ou le Centre gabonais des élections. Mais la mise en place du Centre gabonais des élections ne dépend pas que du gouvernement. Ça dépend essentiellement des politiques. Parce que les partis politiques doivent désigner leurs représentants pour prendre part aux différentes instances de ce centre-là. Et vous connaissez les politiques. Il y a des discussions, il y a des consultations, il y a des atermoiements, il y a des reculades, il y a des avancées, il y a des pantalonnades, et ainsi de suite. Ce qui fait que le Centre gabonais des élections ou la Commission gabonaise des élections n'a pu être mise en place, du moins en ce qui concerne les instances centrales, qu'au mois d'avril. Voyez-vous ? C'est dire que le gouvernement... C'est pas un jeu que l'opposition a joué pour vous. Le gouvernement... Est-ce juste un jeu de l'opposition ou c'est aussi de la... Je voudrais dire... pas de responsabilité du gouvernement. Non, je voudrais dire que le gouvernement a fait son travail. Si on considère que le gouvernement, dans ce processus, a la responsabilité de faire adopter les textes, nous avons fait notre travail. Mais monsieur le Premier ministre, sinon la Cour constitutionnelle n'aurait pas parlé d'échec. Mais la Cour constitutionnelle constate qu'à la fin du mois d'avril, il n'y a pas d'élection. C'est normal qu'il y ait un échec. C'est ce que je suis en train de dire. Mais donc l'opposition vous a emmené dans un échec. Est-ce juste de la part de l'opposition? Est-ce juste de la part de l'opposition? Ah d'accord, c'est vrai que dans les politiques, il n'y a pas que l'opposition. Voilà. Mais nous appliquons, nous exécutons la décision de la Cour constitutionnelle. Alors, oui. Avant qu'on ne rentre de plein pied dans la politique, parce que ça c'est la spécialité de Mosley, monsieur le Premier ministre. Je le constate. Voilà. On a beaucoup Et on parlé. vous marginalise un peu. Hein. Voilà. On a beaucoup parlé de choses qui ne marchaient pas ou des attentes que les populations avaient. Mais on a aussi une culture ici. Il faut qu'on parle du train qui arrive à l'heure. Et parlons de l'actualité, la mesure sur la gratuité des frais d'accouchement et aussi le lancement. Vous étiez la dernière fois à Franceville pour le fonds d'initiative départementale. C'est un train qui arrive à l'heure. Donc, concernant d'abord la gratuité des frais d'accouchement à mi-parcours, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de manière chiffrée ou de manière statistique où on en est aujourd'hui, comment se déroule la mise en place ou l'effectivité de cette mesure dans les différentes provinces du Gabon? Et parlant du fonds d'initiative départementale, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place, parce qu'on en a parlé ici, et toutes les fois où on a parlé de ça, tout le monde se disait, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, ils vont encore une fois bouffer de l'argent. Donc, vous savez, la question que vous posez, du moins le sujet que vous mettez sur la table, est très important. Parce que il faut dire que le plan d'urgence annoncé par le chef de l'État en décembre dernier revêt un caractère crucial, stratégique, de la plus haute importance. Et ce plan d'urgence, qui comprend un certain nombre de mesures, qui peuvent, une fois exécutées, impacter positivement le quotidien des Gabonais, ce plan d'urgence peut s'intégrer dans le troisième pilier du PRE, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté. Beaucoup de mesures, la gratuité des frais d'accouchement, ont été lancées. Beaucoup de mesures, donc il y a la gratuité des frais d'accouchement, il y a le FID, le Fonds d'initiative départementale, il y a la dotation des établissements en salle informatique et ainsi de suite. Ce sont des mesures importantes. Certaines connaissent un début d'exécution appréciable, d'autres sont lancées. Il faut aller plus loin. Les critiques, vous savez, il est très facile de critiquer. Je me souviens que le président Omar Bongo avait coutume de dire que la critique est facile, mais l'art difficile. Et c'est la réponse que je renvoie à ceux qui sont toujours
enclin à critiquer à tout va, sans pour autant tenir compte des réalités. Le FID est un fonds qui existe, qui est mis à la disposition à hauteur de 1 milliard, mis à disposition des départements. Ce fonds ne sera pas utilisé n'importe comment. Nous avons mis en place un mécanisme rationnel qui favorisera des décaissements rationnels de ce fonds-là pour financer un certain nombre de projets qui sont déjà pris en compte dans les plans de développement locaux. Nos différents conseils départementaux, nos communes ont des plans de développement locaux. Et ces plans de développement locaux visent grosso modo à identifier des projets collectifs qui vont accélérer le développement de ces localités. Il s'agit donc pour ce fonds de responsabiliser davantage les responsables, les autorités départementales ou provinciales. Il y a un conseil provincial qui est présidé par le gouverneur qui comprend les préfets de chacun des départements, les élus locaux de ces différents départements et de ces différentes collectivités locales. Et ce conseil provincial décide du projet à financer. Et ces projets sont choisis dans les plans de développement locaux. Donc, c'est déjà un travail de fond qui est fait. D'accord. Une fois que le projet est arrêté au niveau du conseil provincial, il est passé au crible par les experts et tous ceux qui peuvent certifier du bien fondé du projet, du bien fondé des décaissements à faire, et c'est ainsi que, en dernier ressort, le ministre de l'Intérieur soumet le projet au Premier ministre, au chef de l'État, qui, in fine, décide. Est-ce que ça veut dire que, parce que quand vous parlez de plans de développement locaux, ça sous-entend que ce sont, on va dire, c'est le gouvernement local qui va décider de ce qu'il compte faire comme projet. Mais est-ce que, parce qu'on nous a aussi dit que des populations pourraient éventuellement solliciter un financement. Est-ce que cela est... Non. Le fonds d'initiative départementale ne finance pas les projets des particuliers. Il y a d'autres mécanismes que le gouvernement a mis en place pour permettre aux jeunes Gabonaises et aux jeunes Gabonais, pas seulement les jeunes, mais aux Gabonais et aux Gabonaises qui veulent monter une affaire privée, il y a des mécanismes qui existent pour pouvoir les accompagner. Le fonds d'initiative départementale est un fonds qui s'adresse aux projets publics, mais qui peuvent avoir un impact sur la vie des particuliers, naturellement, mais ce sont des projets qui sont montés par les collectivités locales. Et les plans de développement locaux sont conçus sur une démarche participative impliquant les populations. Donc, ce qui est déjà inscrit dans ces plans de développement locaux a déjà été discuté par tout le monde. Les populations ont été consultées. Les mairies ont été consultées, les conseils départementaux ont été consultés. Mais dans le cas où il y aurait une brèche, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que le nature? coupable Une brèche dans le circuit, peut-être avant que ça n'arrive chez le ministre de l'Intérieur et chez vous, le Premier ministre, et chez le Président de la République, et que le coupable serait donc face à un détournement de fonds ou qu'il n'aurait pas mis les fonds pour l'utilisation pour lesquels on les avait destinés. Qu'est-ce qu'il encourt concrètement? Parce que l'impunité est une grande question. Vous avez suivi le discours du chef de l'État à Franceville lorsqu'on a lancé ce fonds. Il avait mis en garde ceux qui étaient là, particulièrement les préfets et les gouverneurs. Il leur avait dit qu'attention, le moindre dérapage entraînera les coupables devant les instances appropriées et que Mamba guettait. Est-ce que Mamba ne devrait s'occuper que de ce fonds alors qu'on... Non, Mamba s'occupe déjà de beaucoup de dossiers. On a l'impression que Mamba aussi est télécommandé. Il esquive certaines proies. Non, Mamba n'esquive pas certaines proies. Mamba
vous savez, le temps de la justice n'est pas le temps du politique. D'accord. Et Mamba travaille sur les dossiers qui sont ouverts. On peut avoir des soupçons de prévarication sur tel ou tel dossier, mais si le dossier n'est pas ouvert, Mamba ne peut pas s'occuper de ce dossier-là. Mais une fois que le dossier est ouvert et que les soupçons que je viens d'évoquer sont confirmés, évidemment, Mamba se déploie. Monsieur le Premier ministre, dans votre gouvernement, il y a toujours personne qui s'occupe des loisirs chez les jeunes. Et les jeunes en manque de loisirs, ça donne à tout ce qui est illicite. Comment ça? Il y a un ministère de la jeunesse. Mais il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de centre de loisirs, les centres de lecture n'existent plus, les bibliothèques municipales, ça a disparu complètement. Vous pensez que les jeunes font quoi en longueur de journée quand il n'y a pas tout ça? Il faut construire tout ça. Il faut construire tout ça. Et il y a un programme de construction de salles de spectacle, de cinéma, avec naturellement l'accompagnement de Canal. Nous avons lancé un projet à Franceville. Nous avons lancé un projet ici à Libreville. Nous sommes en discussion avec l'opérateur pour couvrir les autres villes dans le pays, à l'intérieur du pays. C'est une préoccupation qui est sur la table, qui est au cœur de l'action du gouvernement. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, les moyens, les ressources budgétaires dont dispose le gouvernement aujourd'hui ne lui permettent pas de tout embrasser au même moment. Il faut donc, et le chef de l'État nous l'a rappelé hier, définir des priorités. Il faut définir des priorités. Aller rapidement aux projets qui peuvent concrètement toucher, améliorer le quotidien des Gabonais. Et dans cette perspective-là, il faut choisir les secteurs, il faut identifier les projets et définir les priorités. Monsieur le Premier ministre, un auditeur nous dit que vous avez sorti 4 grosses têtes du gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas que cette tête-là peut vous empêcher de travailler? Vous savez, en politique, ce qui est important, c'est de maintenir le cap. Et quand vous êtes à la tête d'un gouvernement, le cap est fixé par le chef de l'État. Vous êtes noté par le chef de l'État par votre capacité à maintenir le cap et à vous conformer aux instructions qu'il donne. Alors, nous, évidemment... C'est bon, Mosley, tu peux maintenant partir dans la politique. 5 minutes. Non, il doit aller dans la politique, là. 5 Donc, minutes. évidemment, nous, on revient sur la principale mission qui a été confiée à votre gouvernement, notamment en rapport avec l'organisation des élections législatives. La question est de savoir à quel moment ou dans combien de temps pourrons-nous observer l'appel des électeurs à aller aux urnes. Je voudrais d'abord préciser pour que ceux qui nous suivent soient bien informés. L'élection des prochaines législatives la prochaine élection législative ne constitue pas l'action exclusive du gouvernement. Il y a des priorités qui ont été fixées au gouvernement à très court terme et l'organisation des élections législatives constitue l'une de ces priorités-là. Je voudrais rappeler ces priorités. Mais monsieur le Premier, en minimisant, est-ce que vous nous donnez Je ne minimise pas. À ceux qui pensent que... Non, je ne minimise pas parce que... n'aura pas lieu d'ici la fin de l'année. Non, pas du tout. Je ne minimise pas parce que tous les Gabonais ne s'intéressent pas à la politique. Oui, c'est vrai. Il y a des Gabonais qui s'intéressent au social. Comme moi. Il y a des Gabonais qui s'intéressent à l'économie. Alors, il faut tenir compte aussi des considérations de ces Gabonais-là. L'élection législative, c'est une action fondamentale, mais elle n'est pas exclusive. Donc, je rappelle que le chef de l'État, lors du premier conseil des ministres tenu par le gouvernement qui vient d'être mis en place, a décliné les priorités. Il y a l'élection législative, il y a le financement du plan d'urgence, qui intègre le 3e pilier du plan de relance de l'économie. Il y a l'accélération des réformes contenues dans le plan de relance de l'économie. Il y a les négociations à boucler avec le FMI pour que le Gabon puisse continuer à bénéficier des appuis budgétaires. Vous voyez, ce sont des
actions qui sont tout aussi importantes. Donc l'élection législative est renvoyée au calendrier grec? Pas du tout. Puisque si vous avez bien suivi ma déclinaison, l'élection législative vient en tête. Dans quel délai? Il faut bien informer ceux qui nous suivent. Il faut vraiment bien informer ceux qui nous suivent pour éviter de divertir les Gabonais. La responsabilité de l'organisation des législatives incombe dorénavant à la Commission gabonaise des élections, la CGE. Il faudrait que cette commission soit opérationnelle. Il faudrait qu'elle soit mise en place. Le bureau a été mis en place. Le bureau a été mis en place. Maintenant, il faut que les partis désignent leurs représentants à l'Assemblée plénière. Et les responsables des partis ont été sollicités, je pense, hier, pour que chacun d'eux puisse envoyer les noms des représentants de leur parti pour prendre part, pour siéger à cette instance décisionnelle de la Commission gabonaise des élections. Donc, mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement s'attelle, à opérationnaliser le plus rapidement possible la Commission gabonaise des élections. C'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens d'action à la disposition de cette structure. Il faut donner tout ce qui, à cette structure, les équipements nécessaires pour pouvoir fonctionner. Mais la Commission nationale autonome et permanente de la CENAP avait déjà un siège et tout ce qui on ne parle pas de siège. Du moins, ça avait un lieu où il travaillait. Oui, mais c'est le même lieu. À quel moment? Mais les financements, ce ne sont pas les mêmes que la CENAP dont bénéficiait la CENAP pour le Centre gabonais des élections? Ce ne sont pas les mêmes missions. Ce ne sont pas les mêmes missions. Regardez très bien le texte. Le Centre gabonais des élections ou la Commission gabonaise des élections a des attributions beaucoup plus larges que celles qui avaient été dévolues à la CENAP. Et si vous avez des attributions larges, ça implique que les moyens budgétaires doivent être beaucoup plus importants. Donc, il faut opérationnaliser la Commission gabonaise des élections. Il faut naturellement travailler sur d'autres aspects qui peuvent accélérer le calendrier. Il y a le calendrier des élections, il y a la révision de la liste, et j'en passe. Il y a les bulletins de vote qu'il faut éditer, et tout ce qui concourt à l'organisation des élections. Mais il ne faudrait pas, attendez, il ne faudrait pas que l'on considère que l'énumération que je fais constitue des contraintes. Je veux tout simplement dire que voici le travail à réaliser et que le gouvernement, pour sa part, au titre des responsabilités qui sont les siennes, va tout faire pour remplir sa part de responsabilité pour que le CGE puisse proposer une date raisonnable. C'est ça le mot. C'est le mot qui est utilisé dans la décision de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Oui, monsieur le Premier ministre. Date raisonnable. Monsieur le Premier ministre, et à vous entendre, on a comme l'impression que nous sommes dans une situation où vous allez vous donner du temps, comme le pense un certain nombre de... Vous suivez trop les gens qui racontent parfois des choses... Mais parfois, ce sont des analyses, parce qu'à vous entendre, on a l'impression qu'on pourrait traîner jusqu'en 2020. Donc, ce qui est important, date à laquelle va finir le mandat des sénateurs pour organiser des élections législatives. Vous pensez que ce qui est important pour ceux qui nous entendent, c'est que je dise que demain on va organiser des élections? C'est pas ça, mais au moins... Ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, c'est de dire que voici le travail à faire. Voici le travail à faire, voici les étapes. Et tout ça nécessite un travail intense, assidu. Le gouvernement se donne les moyens pour remplir sa tâche. Le gouvernement se donne les moyens pour collaborer de façon fructueuse avec les autres acteurs qui sont le CGE, qui sont la Cour constitutionnelle, et nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir répondre aux exigences du temps fixées par la décision de la Cour constitutionnelle. Donc ça voudrait dire que décembre, la date qui est avancée, du moins dans les analyses, on pense que décembre... En fait, ce que vous voulez attendre de moi, c'est que je vous dise que c'est tel mois. Oui. Mais c'est pas de ma responsabilité. Monsieur le Premier ministre, on va mettre terme à notre... Dernière question,
Au dernier conseil des ministres, notamment hier, il a été décidé de la suppression, du moins la mise à plat de la budgétisation par objectif de programme. C'est un programme qui avait été annoncé depuis pratiquement le premier septennat, qui avait pour mission de faire en sorte qu'il y ait une meilleure gestion, non seulement des budgets, mais également des projets de l'administration publique. En le mettant à plat, est-ce que c'est pas un aveu d'un succès de la part du gouvernement? Je ne pense pas qu'il faille voir les choses sous cet angle-là. Le Gabon fait partie de la CEMAC. Et c'est une directive de la CEMAC, donc une règle communautaire qui impose aux États membres d'adopter dorénavant des budgets sous la forme de la budgétisation par objectif des programmes. Lorsque je reviens au gouvernement en 2011, ministre du budget, je trouve cette réforme sur la table du gouvernement. Il était prévu, au titre du calendrier, que la réforme soit effective en 2012. Je vous parle de 2011. Constatant qu'il n'y avait pas une appropriation suffisante de la réforme par les administrations, j'avais suggéré au gouvernement de repousser l'effectivité de la réforme en 2015. Et c'est ce qui a été fait. À partir de 2015, on a lancé la réforme. La réforme, a priori, est vertueuse. Elle apporte beaucoup d'innovation dans la gestion du budget de l'État. Mais il se trouvait que, confronté à la réalité des choses, nous nous sommes rendus compte que la réforme, parce qu'elle n'a pas été suffisamment élaborée, prise en compte par les administrations, parce que les mécanismes ne sont pas suffisamment huilés, nous n'arrivons pas à atteindre les résultats escomptés. Par conséquent, plutôt que de continuer dans cette voie-là, il faut prendre ses responsabilités. Plutôt que de continuer sur cette voie, il faut remettre tout à plat, revenir aux fondamentaux et examiner les choses de façon rigoureuse pour identifier les sources de dysfonctionnement. Est-ce que vous avez pris quand même la peine de consulter la CEMAC? Parce que c'est une organisation supranationale. Oui, mais tous les pays de la CEMAC n'ont pas adopté cette réforme. C'est une directive communautaire qui est là. Les États membres devraient se l'approprier. Mais tous les pays de la CEMAC ne sont pas engagés sur cette voie pour le moment. Monsieur le Premier ministre, pour terminer, on va vous poser une question d'un auditeur qui demande est-ce que vous dirigez sérieusement le gouvernement? Parce qu'à l'époque, il y avait des supraministres qui se disaient au-dessus du Premier ministre. Et on peut citer un exemple? Ça, c'était à l'époque, vous n'étiez peut-être pas là. Je pense qu'il y a des exemples depuis que je suis là qui montrent que j'imprime quand même une certaine autorité sur ce gouvernement. D'accord. Merci, monsieur le Premier ministre. Vous avez un mot pour terminer notre entretien? Je voudrais d'abord vous féliciter de m'avoir invité à discuter avec vous sur des sujets très importants qui interpellent le gouvernement et qui intéressent les Gabonais. Le gouvernement est mobilisé pour relancer l'économie. Le gouvernement est mobilisé pour lutter contre la pauvreté et le gouvernement est mobilisé pour trouver des réponses durables aux préoccupations des Gabonais sous tous les angles. Merci, c'était le Premier ministre, le chef du gouvernement, monsieur Emmanuel Isezo Ngondé, qui était l'invité de Mosley ce matin dans le Da Fresh Morning. On vous laisse et on va revenir dans quelques minutes avec l'horoscope des auditeurs. Merci d'être connecté au programme d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes.
Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. urbanfm.fm